Donc, les galliformes de montagne, j'ai repris ici une affiche que vous connaissez peut-être et euh, qui a été utilisée pour faire une campagne de dons ça devait être en 2019 sur les 4 fantastiques, qui reprend une bande dessinée avec 4 super-héros. Et donc, nos 4 super-héros, ce sont les 4 galliformes de montagne. Donc, alors, je pense. m'excuse Jean-Claude, ça a coupé le partage d'écran. Ah, Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui a lancé un partage d'écran. Ouais. C'est Patrice qui a lancé par-dessus le tien. Ah. Donc, il va falloir que tu le remettes, Jean-Claude. Je suis désolé, et essayer d'éviter de lancer le partage sans faire exprès. Alors, le partage d'écran, c'est la dernière icône avant quitter. Ne cliquez surtout pas sur cette icône. La petite flèche, ouais. Ouais, la petite flèche qui part vers le haut, dans le carré. Ok, donc à mon avis, il faut que tu arrêtes de partager, que tu le recommences, Jean-Claude. Désolé pour le petit. d'accord, je recommence. Alors, je reviens voilà, je repartage. Voilà, si tu peux me dire quand c'est revenu. Alors là, on voit les 4 fantastiques. Ouais, c'est bon. Ouais. Ah bon, et si d'accord. tu peux cliquer sur le petit bouton au milieu de l'écran avec marqué masqué. Masqué, voilà, ouais. Donc, une petite présentation des galliformes. Bon, ce sont déjà des oiseaux qui sont nidifuges. Donc, ça veut dire qu'ils quittent le nid dès l'éclosion, dès qu'ils sortent de l'œuf. Contrairement aux oiseaux nidicoles, comme par exemple les mésanges ou la plupart des passereaux, qui eux restent au nid jusqu'à ce qu'ils sachent voler et qui sont nourris par les parents. C'est les parents qui viennent leur apporter de la nourriture, alors que les nidifuges, eh ben, il faut que dès qu'ils sont sortis de l'œuf, eh bien, il faut qu'ils se débrouillent pour se nourrir. C'est pas la femelle qui va les nourrir, elle va les amener dans des endroits favorables à la nourriture, les endroits où ils vont trouver leur nourriture, mais c'est eux qui vont se nourrir tout seuls. Donc, on verra aussi tout à l'heure les conséquences que ça peut avoir. Ce sont des oiseaux qui ont souvent un vol lourd, hein, mais ils sont capables de voler assez loin. Il y a par exemple l'étude qui a été faite sur le gifre, là, dans la vallée du Gifre sur Flaine, où ils ont équipé des lagopèdes et ils ont trouvé des lagopèdes qui étaient qui passaient l'hiver à plus de 20 km de là. Donc, ils les avaient suivis par télémétrie et donc ils sont capables d'aller assez loin, de faire des vols d'une vingtaine de kilomètres, mais c'est pas leur point fort. Souvent, ils piètent, c'est-à-dire qu'ils marchent, ils se sauvent en marchant. Et puis, une autre caractéristique, c'est le mimétisme, au moins pour les femelles, qui sont vraiment bien cachées dans leur environnement, hein, que ce soit les lagopèdes, qui sont tout blancs l'hiver, on verra tout à l'heure. Et puis, là, on voit une femelle de tétralyre qui est cachée. Bon, je pense que vous l'avez repéré, mais je vais mettre la souris ici. Vous voyez qu'elle s'intègre très bien dans le paysage. Alors, ah si, ça y est, on voit ta souris, elle est juste en dessous. Voilà, ouais, ça met un peu de temps. Je pense qu'il doit y avoir un décalage. Ouais. Et puis, ils ont la particularité, au moins pour les tétraonidés, de digérer les ligneux. Donc là, on voit un appareil digestif, je pense que c'est un tétralyre. Donc là, on voit le jabot, là, le gésier, et puis les intestins. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils ont des sécomes, c'est ces 2 appendices-là, sur le côté, qui leur permettent de digérer les ligneux. Donc, tout ce qui est aiguille d'épicéa, par exemple, ou de sapin, les pousses de myrtille, par exemple, tout ce qui est un peu qui contient de la cellulose, eh bien, ils peuvent le digérer. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui peuvent le faire. Et même sur les tétraonidés, c'est comme là, ces 2 appendices qu'on voit sur les côtés, eh bien, ils se développent un peu plus pendant l'hiver, parce que c'est surtout pendant l'hiver qu'ils vont manger et digérer des ligneux.
Et puis, ils ont aussi une particularité, c'est qu'ils ont sur les plumes, sur les tectrices, qu'on appelle les tectrices, donc c'est les plumes qui sont du corps, hein, protectrices, qui vont les protéger des intempéries, différentes donc des rémiges qu'on trouve sur les ailes ou des rectrices qu'on trouve sur la queue. Les autres plumes du corps sont les tectrices et elles ont la particularité d'avoir un vexille secondaire, ou qu'on appelle aussi vexille interne, qui leur permet de, enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien, enfin, on voit sur toutes les photos, on voit de profil, de face et de profil. C'est une espèce de duvet, mais qui est collé à la plume et qui leur permet d'emmagasiner de l'air et de faire comme une doudoune. En fait, ça va gonfler, ça va tenir de l'air, ça va le gonfler et ça leur permet de résister aux intempéries comme s'ils avaient vraiment une super doudoune. Et puis, dans les galliformes, il y a deux sous-familles. Il y a les phasianidés qui sont plutôt, donc c'est le faisan, enfin les faisans, les perdrix et la caille, et qui sont plutôt des oiseaux qui préfèrent le sud, qui préfèrent la chaleur. Et les tétraonidés qui, eux, préfèrent plutôt le nord, le froid, et qui sont adaptés, plus adaptés au froid. Donc, on va commencer par le lagopède alpin. Donc, on voit ici un couple, un mâle et une femelle. Le lagopède, le mâle se reconnaît l'hiver parce qu'il a des lorums, c'est cette partie noire qu'on voit autour de l'œil qui rejoint le bec et l'œil, et puis des caroncules, donc cette petite excroissance rouge qu'on retrouve aussi chez les autres lagopèdes, chez les autres tétraonidés, pardon, et qui se gonflent pendant la période de reproduction. Je ne sais pas si vous entendez les lagopèdes, là, il y a un son de lagopède, mais il n'est pas très puissant. Je vais le repasser. Je vais mettre le précédent. Je ne sais pas si vous entendez le son de… On l'a entendu. Enfin, moi, j'ai entendu. D'accord. Donc, le lagopède fait 3 mues annuelles, une complète en été et 2 partielles, uniquement les tectrices, au printemps et en automne. Voilà un autre à une autre époque. Ça va être au printemps. Et puis, il a des pattes emplumées, un plumage épais qui va jusqu'aux ongles. Donc, on voit que c'est vraiment emplumé jusqu'au bout, ce qui lui permet d'avoir chaud. Il fait aussi des igloos, comme le petit tétra, et également comme la gélinote qui en fait également. Et c'est le plus grégaire des tétraonidés, parce que surtout en automne, où ils se regroupent en petites bandes, et on peut voir des petites bandes assez régulièrement en automne. Donc, son biotope, c'est surtout la zone alpine subnivale, donc vraiment entre 1800 à 3000 mètres jusqu'aux neiges, ce qu'on appelait les neiges éternelles, qui ne sont pas éternelles. Et donc, ils s'alimentent surtout sur les crêtes qui sont ventées, où la neige disparaît assez facilement et où ils trouvent un peu de nourriture, notamment l'hiver. Et donc, il est limité aussi par la température estivale. Il supporte mal la chaleur. Il lui faut, donc on va le trouver plutôt sur l'été, sur les versants nord, dans les derniers névés qui restent. Mais à partir de 16 degrés, il commence à halter, donc à avoir du mal
aspirer puis à éliminer la chaleur. Je vous ai mis sur un tableau là, les altitudes où on le rencontre en Haute-Savoie. Donc, on voit qu'entre 1700 jusqu'à 2005, 2007 même, en Haute-Savoie. Il est surtout présent vers 2000-2002. Ouais. Donc, la reproduction, les parades ont lieu en mai et juin, avec les chants qu'on a entendus tout à l'heure. Il y a une ponte de 6 à 8 œufs qui a lieu en juin et juillet. L'incubation dure 23-24 jours. Donc, il est monogame et territorial. Donc, la femelle a un seul mâle. Et le mâle reste à proximité pendant l'élevage des jeunes, ce qui n'est pas le cas pour les autres tétraonidés. Et puis, l'indice de reproduction sur les 24 dernières années, dans le département, il y a eu 6 années noires avec 0 ou 0,1 jeunes par adulte. Donc, c'est vraiment très peu. Je vous ai mis en bas sur le tableau, depuis 96, les indices de reproduction qu'il y a, et on voit vraiment donc ces 6 années noires, là, 96, 2000, 2002, 2004, 2007 et 2013. Et on voit qu'il y a très peu de bonnes années. Hein. Il n'y a eu que 98, qui a été une bonne année avec un 0,7 jeunes par adulte. Et puis, on n'a que 4 autres années qui sont moyennes. Donc, vous voyez que l'indice de reproduction est très faible et c'est le principal danger pour le lagopède, c'est la diminution de la reproduction. Donc, 11% des jeunes atteignent l'âge de 2 mois. Donc, c'est pareil, c'est très, très faible. Et le taux de survie des adultes de plus d'1 an, c'est de 0,6 pour les poules et 0,7 pour les coqs. Donc, il y a c'est assez constant, on le retrouvera aussi pour le petit tétra. Donc, il y a une mortalité quand même assez importante. Sur le statut, ils sont classés sur la liste rouge nationale et régionale comme quasi menacés de disparition. Et dans la directive oiseaux, ils sont dans l'annexe 1 et l'annexe 2. Donc, l'annexe 1 dit qu'ils font l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans les aires de distribution. C'est ce qui va permettre de classer des zones en zone Natura 2000. Et par contre, en annexe 2, en raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique ou de leur taux de reproduction dans l'ensemble de la communauté, les espèces énumérées à l'annexe 2 peuvent faire l'objet d'actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. Donc, vous voyez qu'ils d'un côté, ils sont protégés, mais non, ils sont quand même chassables. Et donc, l'État peut autoriser la chasse. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Donc, ils sont soumis à un PMA, c'est un prélèvement maximum autorisé. Donc, il n'y a pas eu d'attribution en 2018 et 2019, mais il y a eu 14 individus qui ont été attribués pour la saison de chasse 2019-2020. Donc, la LPO a attaqué ce jugement, cet arrêté, c'est un arrêté préfectoral là, qui autorisait ce prélèvement. Et on a réussi à annuler cet arrêté préfectoral, et notamment en faisant valoir le fait que ça mettait dans l'annexe 2 qui dit qu'ils peuvent autoriser la chasse, mais sans mettre en danger la population. Et on a montré, c'est surtout Philippe Favet, qui est notre représentant à CDCFS, et puis l'avocat Eric Pozac, qui ont développé ces arguments en faisant valoir que donc le taux de reproduction était très bas et que si on y ajoutait encore les prélèvements de la chasse, eh ben on arriverait à la disparition de cette espèce. Donc sur les comptages, ils ont lieu au champ par secteur et puis au chien d'arrêt en été pour le suivi de la reproduction.
Donc, le champ, ben, c'est assez simple, hein, c'est des secteurs assez grands, un peu comme pour le petit tétra, où on entend les champs assez loin. Par contre, après, les comptages pour avoir, au chien d'arrêt, pour avoir le suivi de la reproduction et donc l'indice de reproduction, là, c'est plus délicat parce qu'il faut avoir des chiens qui soient créancés sur le lagopède. Et donc, comme il n'y a pas beaucoup de chiens dans le département, et ben, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de sites qui suivent la reproduction. Alors, les menaces, eh bien sûr, c'est le changement climatique avec la diminution de l'aire de répartition et puis la phénologie de la reproduction, donc la reproduction les dates de reproduction qui vont changer et donc qui ne va pas forcément suivre la végétation. La végétation ne va pas forcément être en concordance, et puis les insectes en concordance avec le changement de date de reproduction. Et la dynamique de reproduction qui va baisser avec ce changement climatique. Il y a le dérangement hivernal avec les skieurs, mais pas seulement, il y a aussi quand on dit skieurs, il y a aussi déclenchement d'avalanches. Donc maintenant, ils ont des appareils automatiques, les Gazex, qui déclenchent l'avalanche à distance sur une pente. Et donc, s'il y a des lagopèdes en dessous, ben, ils disparaissent. Il y a la prédation, donc avec qui sont les principaux prédateurs, sont surtout le renard, la martre, l'aigle et l'autour. Et puis, il y a le dérangement et le piétinement par les troupeaux. Ça, on y reviendra aussi à la fin en regardant comment on peut y remédier. Il y a la chasse, donc on l'a vu avec les prélèvements de la chasse. Il y a la collision avec les câbles. Et il y a des parasites. Et tout ça, en fait, c'est assez lié parce que si on reprend un exemple d'aménagement en montagne, ça a été étudié par exemple à Flaine, où on a la création d'une station de ski. Donc, il va y avoir des skieurs qui vont déranger les oiseaux, des ameuses qui vont les déranger la nuit parce qu'ils dament la nuit. Après, il va y avoir des déclenchements d'avalanches qui vont s'ajouter. Il va y avoir des câbles qui vont entraîner aussi des collisions. Et donc, il va y avoir aussi une augmentation des prédateurs parce que les renards, quand il y a des gens qui fréquentent des pistes, et ben, ils pique-niquent, ils laissent traîner des tas de choses et ça attire aussi les prédateurs comme les renards qui savent qu'ils vont trouver de la nourriture. Du coup, ben, la parasitologie augmente chez les lagopèdes, notamment un petit ver qui se trouve dans l'intestin, de la famille des Capillaria, et sa fréquence, dans les études qui ont été faites à Flaine, la fréquence d'expression, donc la fréquence dont on le retrouve dans les crottes, est de 70% pour les lagopèdes en secteur skié, et par contre 26% seulement dans les secteurs non skiés. Donc, ce qui veut dire que quand ils sont parasités, ben, ils sont en plus mauvaise santé, ils vont avoir du mal, le succès de la reproduction baisse, ben oui, parce qu'ils vont avoir ils sont un peu plus malades, un peu plus atteints. Quand vous avez beaucoup de vers dans l'intestin, ben c'est sûr que vous êtes en moins bonne santé, donc ça se ressent sur les succès de la reproduction. Donc, on voit que sur une station de ski, ben, au départ, on se dit, bah oui, c'est pas grand-chose, c'est un petit secteur. Mais en fait, ça va entraîner tout un tas de choses. Et donc, sur le secteur de Flaine qui a été étudié, ils sont aperçus qu'il y a, par exemple, des femelles qui allaient passer l'hiver sur le reposoir, donc à plus de 20 km à vol d'oiseau, parce que là, c'était plus tranquille. Et par contre, cette année, ils se sont aperçus parce qu'il y en a beaucoup qui sont équipés d'émetteurs, ils se sont aperçus que cette année, comme il y avait beaucoup moins de skieurs, il n'y avait que des skieurs de randonnée, donc beaucoup moins de monde, eh bien, la plupart étaient restés sur place. Donc, on voit aussi le changement que ça peut induire. La gélinote, bon, je vous laisse l'écouter le chant. Donc, c'est très aigu hein, comme chant. Voilà. Donc, c'est à la limite presque des ultrasons. Il y a certaines personnes qui ont du mal à l'entendre. Donc,
on entend encore. Là. Donc, la gélinote, elle vit en couple. Donc, le mâle, on voit un mâle sur la photo. Le mâle et la femelle sont à peu près semblables. Il y a juste la bavette noire qui est présente chez le mâle, là, qu'on voit ici. Alors que chez la femelle, eh ben, c'est roussâtre, un peu roux et blanchâtre. Mais il n'a pas cette, on en verra une tout à l'heure, je pense, et il n'a pas cette bavette noire. Donc, le mâle fait entre 315 et 490 grammes. La femelle est un peu plus petite, entre 315 et 465 grammes. Il y a une petite question, Jean-Claude. Oui. Il y a Quentin Munier qui demande si tu as une astuce pour différencier son chant avec celui des roitelets. Ah, il est quand même assez différent. Hein, parce que c'est toujours pareil. Hein, c'est toujours pareil. Ça change entre chaque individu, en fait, quand on l'a bien dans l'oreille, chaque individu a un chant différent. Il y a des sonogrammes qui avaient été faits à l'époque avec. On étudiait la gélinote dans la forêt des Ouches là, en faisant régulièrement des comptages avec Christian Prévost et Jean-Pierre Materac et puis le NCFS. Et à un moment, on avait fait des sonogrammes pour essayer de voir si on pouvait différencier les mâles. À l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. C'était dans les années 80. Donc, on avait envoyé ça en Italie. Et en fait, l'universitaire qui les avait étudiés arrivait à différencier, nous avait dit, ouais, on peut différencier chaque mâle avec les sonogrammes. Déjà, à l'oreille, on en entend certains, on arrive à faire la différence entre certains chants. Mais c'est toujours chaque individu a toujours le même chant. Alors, il y a toujours une note, la première note qui est assez détachée des autres. Et puis après, il y a la trille qui arrive derrière et qui reste toujours à peu près la même, qui varie un petit peu suivant les individus, mais il y a toujours la première note et qui marque un temps d'arrêt après avant de faire la trille. Après, bon, ça, c'était le chant des mâles. Il y a la femelle aussi qui a un chant un peu, qui a un chant qui ressemble beaucoup à la mésanjupée, par exemple, quand elle rappelle ses jeunes. Elle a quand il y a eu un danger, et puis qu'après, elle vient les rappeler, elle fait un chant qui rappelle beaucoup la mésanjupée. Ok, merci Jean-Claude. Ouais. Donc, c'est une espèce forestière qui niche entre 800 et 1700 mètres. Son habitat est assez complexe parce qu'il lui faut une mosaïque de territoire. En fait, elle a besoin de résineux de petite taille ou moyenne taille, parce que, comme les épicéas, par exemple, parce que la nuit, elle aime bien se dormir au bout des petites branches fines, à 2-3 mètres de haut, et qui sont encore flexibles, de façon à ce que s'il y a une martre qui vient la nuit, eh bien, ça fait bouger la branche et ça lui permet de s'envoler. Et on retrouve, si on est attentif, on arrive à retrouver des crottiers en dessous de ces branches. Parce que généralement, ils utilisent souvent la même branche pour dormir. Donc, on arrive à trouver des crottes en dessous, et de savoir qu'elles viennent dormir régulièrement là. Donc, il lui faut ça, il lui faut à la fois des buissons, par exemple, de noisetiers. En Allemagne, on l'appelle aussi la poule des noisetiers. Alors, le noisetier, c'est intéressant puisque lui, il commence à fleurir fin janvier, début février avec ses chatons. Et donc, ces chatons sont très nourrissants. Donc, ça lui permet d'avoir une nourriture à une période en février où il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a les sorbiers des oiseleurs qui durent à peu près tout l'hiver, mais là, il y a de la concurrence aussi pour se nourrir dessus. Il y a tous les chatons. Alors après les noisetiers, c'est le bouleau, le frêne, tous les arbres qui font des chatons. Après, elle a aussi les baies en automne, soit les myrtilles. En été, il y a les fraises, les framboises. Donc, il lui faut vraiment un endroit avec un milieu très diversifié où elle va trouver à la fois des myrtilles et puis des framboisiers, des noisetiers, toutes sortes de buissons. Et puis, il y a des fois, il y a des endroits, par exemple, sur le calcaire où il n'y a pas beaucoup
de myrtille, ben, elle peut remplacer par le mélempire. Par exemple, le mélempire, c'est une plante qu'on appelle aussi le blé des vaches, qui lui permet de se nourrir aussi. Et puis, il lui faut aussi des insectes. Donc, elle aime bien aussi les fourmilières parce qu'elle aime bien se pouiller comme tous les galliformes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un bain dans une fourmilière, ils vont s'épouiller, se débattre un petit peu et les fourmis, avec leur acidité, eh ben, elles vont, sur les plumes, elles vont éloigner les prédateurs. On retrouve souvent des plumes de gélinote, hein, ou d'autres dans des petites cuvettes sur les fourmilières. Donc les fourmis ne doivent pas aimer ça, mais chacun essaie de les utiliser comme il a besoin. Et voilà un peu pour son habitat. Donc le chant a lieu en avril-mai. Donc elle pond 7 à 12 œufs. L'incubation est de 25 jours. Et il y a une mortalité des jeunes aussi qui est très importante. Donc surtout dans les 10 premiers jours. On avait suivi, par exemple, aux Ouches avec un stagiaire, une nichée où il y avait 7 œufs qui avaient éclos. Donc on arrive à savoir que les œufs ont éclos parce que et qu'ils n'ont pas été prédatés, parce que le jeune, quand il éclot, il découpe le bout de la coquille, mais quand il sort, le bout de la coquille qu'il a découpé rentre à l'intérieur de l'œuf. Donc, quand on voit le bout de cette coquille à l'intérieur de l'œuf, ça veut dire qu'il n'a pas été prédaté, c'est que l'oiseau est sorti tout seul par ses propres moyens. Et donc, au bout d'une dizaine de jours, eh ben, il ne restait plus qu'un jeune, on le suivait pratiquement tous les jours. Et on a retrouvé le stagiaire a retrouvé des cadavres, hein, au fur et à mesure, parce qu'il n'y a plus pendant une semaine. Et à la fin, ben, il ne restait plus qu'un jeune avec la poule sur les 7 du départ. Et pour mémoire, elle était à 1 mètre d'un sentier où il y avait un tracteur forestier qui passait tous les jours, à cette époque-là. Et donc, il y a une forte mortalité qui s'explique parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils quittent le nid quand ils sont juste à la naissance. Et c'est la femelle qui va les amener sur des endroits où ils vont pouvoir se nourrir. Alors là, quand il se met à pleuvoir, ben, ils ont 2 solutions. Soit ils vont manger là où la poule les emmène, et à ce moment-là, ben, ils sont mouillés et ils vont mourir de froid parce que leurs plumes, au moins pendant les premières semaines, ne sont pas étanches et ils n'ont que du duvet. Et soit ils se mettent à l'abri du froid, donc ils restent sous la poule pour se mettre à l'abri du froid et de la pluie, mais à ce moment-là, ils ne mangent pas et donc ils meurent de faim. Donc c'est vraiment un dilemme, c'est soit mourir de froid, soit mourir de faim. Donc c'est vraiment au printemps, au moment des naissances, il y a vraiment une période, pendant une bonne dizaine de jours, où il ne faut pas qu'il y ait d'intempéries, sinon il n'y aura pas une bonne reproduction. Bon, en fait, tout ça aussi, on s'est aperçu en faisant les comptages qu'il y avait des décalages dans les naissances, hein. Par exemple, au pied de la montagne, ben, le chant va commencer plus tôt, une quinzaine de jours plus tôt qu'à 1700 mètres, par exemple. Et donc, il va y avoir un décalage dans les naissances, et ce qui fait que si une année, il pleut pendant que ceux qui étaient à 1200 mètres, par exemple, sont morts à cause des intempéries, ceux qui sont nés 15 jours après à 1700 mètres, peut-être qu'ils vont survivre si ils auront peut-être plus de chances de trouver une dizaine de jours de beau temps pendant ces 10 premiers jours. Donc voilà un jeune de gélinote. Donc vous voyez là, pareil, on voit des gouttes d'eau sur les feuilles. Ben là, il est à la limite, vous voyez qu'il peut se mouiller. S'il avance encore un petit peu, ben il va se mouiller. Et donc là, il va avoir froid. Il va falloir qu'il se réchauffe sous la poule. Et pendant ce temps-là, ben, il ne peut pas manger. Alors, on a une petite question de Florian qui demande s'il n'y a qu'une seule nichée par an, et notamment si en cas de nidification ratée, il peut y avoir une nichée de remplacement. Oui, alors, normalement, il n'y a qu'une nichée par an, mais apparemment, il y aurait eu des nichées de remplacement. Si ça intervient assez tôt, si la mortalité intervient assez tôt, par exemple, la femelle, si elle est dérangée et qu'elle est obligée d'abandonner ses œufs, ben là, il peut y avoir une deuxième reproduction. Mais une fois que les jeunes sont nés, non, ça ne recommence pas.
une fois que les jeunes sont éclos, non, ils ne se reproduisent pas à nouveau. Il peut y avoir juste une ponte de remplacement si ça intervient, s'il y a une prédation, par exemple, qui intervient très tôt au moment de la ponte. Donc, sur les statuts, donc elle est classée aussi comme pour le lagopède, en quasi menacé de disparition. De la directive oiseau, c'est pareil, en annexe 1 et 2, donc elle est protégée mais chassable. Enfin, protégée, on doit mettre en œuvre des moyens pour la protéger, mais elle est quand même chassable. Et donc, la chasse à la gélinote, en fait, elle va de l'ouverture jusqu'au 11 novembre. Et il n'y a pas de quota. Il y a 3 prélèvements qui ont été déclarés en Haute-Savoie pendant la saison 2018-2019. Mais bon, s'ils sont pas. Normalement, ils doivent déclarer ce qu'ils ont tué, mais c'est vraiment un minimum, parce que je suis sûr que les chiffres de gélinotes tuées sont beaucoup plus importants que ces 3 prélèvements déclarés. Il faut savoir que quelqu'un qui est. Moi, j'avais connu sur les ouches une personne qui disait en une saison en avoir tué les 9. Donc, ça veut dire qu'un chasseur qui est bien habitué à la gélinote, qui connaît son champ, heureusement, il n'y a pas beaucoup de chasseurs qui reconnaissent son champ, mais un chasseur qui connaît bien son champ, il peut vider un territoire en une année. Il peut, quand elle chante, en automne, les jeunes commencent à chanter. Et donc, on peut l'entendre assez facilement. Et un chasseur qui a des chiens qui sont. Encore que les chiens sur la gélinote, ils ne sont pas très, très bons. Mais un chasseur qui sait bien la reconnaître arrive à faire des dégâts. Alors, le comptage, il se fait au champ. Généralement, nous, on utilisait un appôt, donc on imitait le chant du mâle, mais maintenant, avec la repasse, ça se fait bien. Ah, pardon, je suis revenu en arrière. Voilà. Ah, je reviens en arrière. Voilà. Donc, les menaces, c'est la modification de son habitat, hein, principalement par la gestion forestière. Hein. Alors, je vous dis qu'il fallait une mosaïque d'habitat. Il faut à la fois des clairières et laisser les clairières se reboiser. Il faut un peuplement qui soit mixte. Il ne faut pas qu'il y ait que des résineux, mais il faut aussi favoriser beaucoup les feuillus. Et donc, la gestion forestière a un gros impact sur la gélinote. Bon, il y a la prédation avec l'autour, le renard, la martre et le sanglier qui peut écraser les nichés et les œufs. La chasse et puis le dérangement avec les promeneurs et les chiens, comme elles nichent à terre au printemps. S'il y a des chiens qui divaguent un petit peu, ils peuvent faire des ravages dans la nichée. Donc, on voit, il faut que je retire on voit une plumée, par exemple, une nichée, une gélinote qui s'est fait manger. Alors, soit par là, on ne voit pas bien sur la photo si c'est un mammifère ou par un oiseau. Mais vous voyez, on trouve des plumes comme ça, donc ça veut dire qu'il y a une gélinote qui a été prédatée. Et là, on voit donc une femelle aussi. Vous voyez qu'elle n'a pas la bavette noire, et puis qu'elle est capable d'avoir une petite huppe qui est érectile. On voit la petite huppe sur la tête. Il n'y a pas que le mâle qui l'a, la femelle également. Alors, à nouveau, une question de Quentin. Il demande s'il y a des comptages sur le Semnoz, et je vais élargir un petit peu en te demandant s'il y a encore des comptages sur le département qui sont faits sur la gélinote, ou si c'est juste de la donnée, je dirais, opportuniste. Alors, sur la gélinote, à ma connaissance, il n'y a pas de comptage qui sont faits. Peut-être sur le Semnoz, je ne sais pas, on va voir si les chasseurs en font. Je sais qu'aux ouches, il y a un chasseur qui fait des comptages, mais je ne sais pas quel protocole il utilise. Parce que nous, quand on avait mis au point un protocole de repasse de façon à pouvoir comparer les comptages entre les différents sites de comptage, parce qu'il y en avait aussi dans le Jura, il y en avait également je sais qu'il y en avait dans les Hautes-Alpes.
Donc, ça permettait de pouvoir comparer un peu ces comptages. Mais depuis, ça a été abandonné. Enfin, au moins, les comptages officiels faits par l'ONCFS. Et je sais qu'il y a des chasseurs qui le refont. Aux ouches, il y a un chasseur qui en refait. Donc, je vais essayer de rentrer en contact avec lui pour voir quel protocole il utilise. Et puis savoir, oui, c'est savoir quel protocole il utilise et puis quel secteur il fait exactement. Mais sur les autres, ben, je sais pas trop sur les autres secteurs, sur le CEDNO, s'ils le font. Par contre, il y a, tu m'avais dit aussi sur les comptages de petits tétras. Alors, il y a pas mal de gens là qui posent des questions, mais c'était surtout sur la gélinote. J'ai l'impression que, en fait, il n'y a pas de comptage officiel de la LPO organisé en Haute-Savoie, pas à ma connaissance, et pas non plus visiblement à celle de Jean-Claude. Il y a Serge qui nous dit que visiblement, il y a une expérience à oser dans le 04 qui montrerait que la repasse fonctionne pas toujours très bien. Et il y a quelqu'un qui demande pour les comptages en tarentaise. Alors, je ne sais pas si quelqu'un dans le chat a l'information de la LPO 73, n'hésitez pas à le préciser. J'en ai pas entendu parler, mais bon, comme je traîne beaucoup moins en Savoie, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour ça. Et après, je sais que nos salariés, dans le cadre de certaines études sur la forêt, je pense notamment à Baptiste, font particulièrement attention à la gélinote et font de la recherche de gélinote dans certaines parties de vieilles forêts, mais je ne pense pas qu'il y ait un endroit en Haute-Savoie où on fasse un suivi protocolé de la même manière chaque année au même endroit. Voilà, Serge confirme qu'il y a bien des mâles qui ne répondent jamais à la repasse. Oui, voilà, on le faisait. Donc, on le faisait à l'époque avec Christian Prévost et Jean-Pierre Materac et puis l'ONCFS. On le faisait dans le VUH et puis aux ouches. Donc, on le répétait chaque année. Et en fait, on avait à peu près un tiers des mâles qui répondaient, un tiers qui venait et un tiers qui venait et qui répondait. Enfin, quand on arrivait à en contacter et je sais que ça marchait assez bien parce que d'année en année, on avait à peu près les secteurs. Et en fait, c'est un secteur, les gélinotes ont un secteur très, très restreint. C'est autour d'une dizaine d'hectares à peu près et même souvent moins. Et on les retrouve d'année en année, même maintenant, 20 ans après ces comptages, je retrouve toujours les mêmes territoires occupés et ils chantent à peu près aux mêmes endroits que pendant. Donc, ça fait à 20 ans d'écart. Donc, elles sont très fidèles à leur territoire du moment que ça n'a pas bougé, hein, que l'exploitation forestière, par exemple, n'ait pas modifié leur biotope. Mais on a toujours essayé, nous, avec la repasse. Donc, il faut toujours faire le même champ parce que s'il y a une différence, elles arrivent à sentir la différence. Si le deuxième rappel qu'on fait, c'est pas tout à fait le même, elles sentent tout de suite la différence. Alors, je reprends quelques remarques aux questions du chat. Donc, il y a Serge qui nous précise que visiblement, la recherche de crottiers est une technique qui est statistiquement peut-être plus valable, mais qui est très fastidieuse. Hein, forcément, la recherche est compliquée. Il y a Quentin qui demande pour quand est-ce que faire la repasse. Alors, je rappelle que la repasse, en dehors d'un protocole de suivi, la LPO ne l'encourage pas parce que ça cause quand même un dérangement pour les oiseaux. Donc, alors je ne saurais pas dire sur la gélinote, est-ce qu'elle est particulièrement dérangée par la repasse ou pas. Mais alors pour ceux qui se demandent, la repasse, c'est le fait de diffuser le chant pour stimuler une réponse et donc avoir plus de chances de repérer et de contacter l'oiseau. C'est un outil qu'on peut utiliser dans le cadre de recherches protocolées qui ont été pensées et qui ont vraiment une utilité scientifique parce que fait dans un cadre qui fait que les observations auront un sens statistique, qui pourra être utilisé derrière par des scientifiques. Ce qui n'est pas le cas quand on se promène et qu'on met un coup de repasse à droite à gauche. Voilà, donc du coup, nous, on n'encourage pas le fait de faire de la repasse au hasard.
Donc ça, c'était la question suivante. Et sinon, la gélinote, elle chante à l'automne, et puis là, elle chante aussi en ce moment, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, il y a Pascal qui disait qu'elle chante depuis au moins un mois, j'imagine, dans le gifre. Et voilà, donc Serge, il reparle de la signature bioacoustique, mais ça, Jean-Claude en a parlé tout à l'heure, que vous avez bien des chants légèrement différents. En fait, sur le chant, il y a une période où elles répondent très bien au chant, ce qui est très courte, qui est d'à peu près d'une quinzaine de jours. Où là, elles sont très sensibles et elles répondent plus facilement. Mais il faut vraiment tomber dans cette période de 15 jours parce qu'avant ou après, ça ne marche plus. Elles peuvent venir, mais ou répondre peut-être une fois de temps en temps, mais là où ça marchait mieux, il faut vraiment tomber dans cette période de 15 jours pour avoir de bons résultats, disons. Et puis, c'est vrai qu'on peut rechercher, donc il y a les crottiers, on peut rechercher aussi les plumes, les plumes sur les fourmilières, par exemple, et puis sur les places de pouillage, elles ont des places où c'est pareil, elles s'envoient de la poussière, on appelle ça les pouilloirs, où elles s'envoient de la poussière pour enlever les parasites, et elles laissent toujours quelques plumes, donc on arrive ça donne un indice de présence en plus. Donc, je vais revenir à la diapo précédente pour que vous puissiez entendre le chant du tétralyre. Voilà, et là, je repasse. Donc là, c'est une femelle qui caquette. J'ai peur que celui-ci soit un peu lointain. On verra si tu en as d'autres qui sont un peu plus forts après. Ouais, on l'entend pas très bien. Donc, le dimorphisme sexuel est bien marqué sur le tétra, par rapport au contraire de la gélinote. Pardon, c'était pour vous montrer, je reviens en arrière. Là. Voilà. On va voir donc, sur la photo suivante, vous verrez une femelle. Donc, on voit que le mâle, il a une couleur noire avec des reflets bleutés. Et puis, donc, il utilise aussi des igloos l'hiver. Et puis, donc, ces parades sont spectaculaires. Ça attire toujours du monde sur les places de chant. Mais ça permet de les recenser puisque sur ces parades, on voit à la fois des mâles qu'on compte. Et puis, il y a souvent des femelles qui viennent et ça permet aussi de les compter. Donc, le mâle, il peut faire entre 1,150 kg et 1,5 kg. La femelle est un peu plus petite. Et donc là, on voit une femelle, vous voyez qu'elle a complètement d'allure différente et elle se fond vraiment dans le paysage. Bon, là, elle est sur un arbre, mais quand elle est à terre, dans l'herbe un peu jaunâtre, oui, on a du mal à la distinguer. Donc, le tétra, lui, se trouve à la limite supérieure de la forêt, entre 1400 et 2300. Donc, il est un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. On voit sur le tableau en bas des observations sur le département de la Haute-Savoie, où il y a le plus d'observations, c'est autour de 1500 mètres. Donc, il lui faut aussi une mosaïque de milieux avec des forêts claires et des landes à éricacées, c'est-à-dire à myrtille, à érelle des marais, érelle rouge, avec des zones vertes aussi. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Et elle s'alimente aussi d'aiguilles de conifères, notamment en hiver, et de bourgeons et chatons de feuillus, de baies de myrtille, et puis d'insectes. Pour l'élevage des jeunes, généralement, il leur faut des insectes et des arthropodes. Et donc, il faut vraiment un milieu assez diversifié. Donc, la reproduction a lieu avec les parades en avril-mai, enfin fin avril et puis tout le mois de mai. La ponte est de 6 à 8 œufs en mai-juin, l'incubation de 26 à 27 jours. Le mâle ne participe pas du tout à l'élevage des jeunes, c'est la femelle qui s'en occupe.
Et puis, l'indice de reproduction moyen est de 1,4 jeunes par poule. Le taux de reproduction, le taux de survie annuel est de 60 à 68%. C'est un peu comme pour la GOPED au début. Et je vous ai mis en bas sur un graphique sur les comptages qui sont effectués chaque année par l'ONF sur le massif des frettes. Donc, depuis les années 80, le début des années 90, le début des années 79, pardon. Et on voit que ça a baissé considérablement, puisqu'en 1979, il y avait 91 coqs qui étaient comptés. Et en 2015, par exemple, les derniers chiffres qui étaient connus, il n'y en avait que 27. Donc, ça a été divisé par plus de 3 le nombre de coqs sur le même massif. Et là, j'ai pris ces comptages-là parce que c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui comptent, c'est toujours les mêmes protocoles, alors qu'il y a pour les chasseurs, par exemple, leur comptage, maintenant, ils changent de territoire. Ils tirent au sort les territoires qui vont compter, et donc on ne peut plus comparer d'année en année. On n'a pas de comptage comme ça sur une trentaine d'années au même endroit. C'est ce qu'on essaie de faire, nous. Donc, on organise nos comptages chaque année depuis maintenant 5 ou 6 ans. Sur les communes du Reposoir et du Grand Bornand. Donc, c'est 2 communes qui se touchent, mais qui sont complètement différentes. Au Grand Bornand, c'est une station de ski avec des remontées mécaniques et pas mal de perturbations liées au ski. Et puis, de l'autre côté, sur le Reposoir, c'est un peu plus sauvage. Et donc, ça nous permet de voir un peu l'évolution à long terme sur ces 2 communes. Donc, les comptages se font le même jour sur des endroits. On suit à peu près. Le secteur est découpé en une vingtaine de secteurs, mais on arrive à en faire qu'une dizaine contigus par année. Et donc, si vous voulez participer à ces comptages, n'hésitez pas. On vous enverra des bulletins d'inscription pour participer à ces comptages. Alors, je ne sais pas s'ils pourront avoir lieu cette année, parce qu'il faudra sans doute une dérogation, non pas pour le couvre-feu, mais là, c'est plutôt pour se lever tôt, puisqu'il faut être à 4 heures, les comptages commencent à 5 heures. 5 heures du matin jusqu'à 7 heures, on arrête à 7 heures, mais il faut être sur place à 5 heures. Donc, ça veut dire que quelquefois, il faut se lever, il faut partir à 4 heures, même peut-être des fois à 3 heures, s'il y a 2 heures de marche. Partir à 3 heures du matin, et donc il faut se lever de bonne heure, parce qu'en plus, on n'habite pas sur place, donc ça veut dire partir à 2 heures du matin, par exemple, pour être sur place à 4 heures, à 5 heures, pardon. Donc, je ne sais pas encore si on pourra avoir des dérogations, mais je vous tiendrai au courant. Si ceux qui veulent participer, vous pouvez m'envoyer un mail, et puis je vous inscrirai sur la liste. Il y a une liste de diffusion qu'on envoie, et on envoie les bulletins d'inscription chaque année aux participants potentiels. Donc, le statut, c'est également comme pour les autres, sauf que là, au niveau régional, il est classé en vulnérable. Il est classé aussi en annexe 1 et 2 de la directive oiseaux. Sur la chasse, ils sont soumis au plan de chasse, 236 attributions pour la saison de chasse 2018-2019. Ils n'ont pu réaliser que 106 prélèvements. Sur les 236, donc ça peut indiquer aussi une diminution, parce que je pense que c'est toujours les mêmes nombres de chasseurs qui chassent le pitétra, et s'ils en tuent moins, c'est pas parce qu'ils veulent moins en tuer, ils doivent avoir plus de mal à en trouver. Et les comptages se font, comme on vient d'en parler, au secteur. Il y a des comptages aussi aux chiens d'arrêt en été pour l'indice de reproduction, savoir, donc le but, c'est de lever des poules avec les jeunes et compter combien il y a de jeunes par poule. Donc ça, c'est les chasseurs qui font ça, parce qu'il faut avoir des chiens créancés, et il n'y a qu'eux qui font ça. Donc c'est vrai que c'est difficile un peu d'avoir des chiffres qui sont sûrs. Parce que sur les comptages, c'est pour ça aussi qu'on fait des comptages, parce que pour avoir participé pendant des années au comptage des chasseurs, on s'aperçoit que c'est pas du tout fiable, et qu'il y en a qui racontent vraiment n'importe quoi, ou qui sont pas attentifs, qui vont compter 2 fois les mêmes individus. Donc c'est vraiment un peu, la plupart du temps, ça manque de sérieux.
Donc, c'est pour ça qu'on avait décidé de faire nos propres comptages. Donc, les menaces et la modification du milieu, ben, comme pour le Lagopène avec les stations de ski, l'abandon des alpages aussi, ça peut être une cause de disparition parce que le milieu va se refermer, il va y avoir des myrtilles et des rhododendrons, par exemple, qui vont pousser. Et la poule, elle a besoin, au moment où elle a ses jeunes, ben, d'avoir une mosaïque de, de paysages pour pouvoir les nourrir. Ah, ben non. Pardon. J'ai des petites questions avant de passer à la Bartavel qui sont dans le chat. Oui. Il y a Serge donc, qui est de l'Isère, lui, il nous demande si en Haute-Savoie, on a encore des sites où il y a un nombre important de tétralyres qui chantent. Sur la même place ou sur la même place de champ Sur la même place, oui. Alors, dans notre site de comptage, on a une place de chant où on a eu jusqu'à 7 mâles qui chantaient. Bon, ces dernières années, ça avait baissé, mais c'est sans doute plus lié aux conditions météo qu'à une diminution d'espèces, parce que c'était une place de chant assez fréquentée. Et ce qu'il faudrait, c'est attendre encore quelques années qu'on ait suffisamment de recul pour voir si vraiment ça diminue et si cette place de champ a vraiment diminué par rapport aux autres années. Il faudra attendre. Serge, toujours, il précise, enfin, il donne son avis sur les comptages à chien d'arrêt qui perturbent les nichés. Et en plus, la finalité, en plus, c'est de trouver des tétras pour justifier qu'ils puissent être tirés derrière. Donc, il regrette ces comptages-là, on peut le comprendre. Il y a Sarah qui nous demande pourquoi les tétras sont descendus des hauteurs cette année. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, Jean-Claude. Alors, les tétralyres, moi, je n'ai pas remarqué qu'ils étaient plus descendus cette année que les autres années. Moi, j'en ai vu encore assez haut. Enfin, sur la partie que je fréquente, moi, c'est surtout sur les ouches. Il y en avait aux mêmes endroits que d'habitude. Peut-être qu'il y a certains endroits où ils sont peut-être descendus, mais ouais, je ne sais pas pour quelle cause, parce que la neige, enfin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de neige, mais comme ils peuvent se nourrir sur les arbres avec des aiguilles d'épicéa donc ils arrivent à quand même trouver leur nourriture, même s'il y a beaucoup de neige. Alors peut-être qu'au sol, mais normalement, ils arrivent toujours à trouver des endroits au sol ou au pied des arbres où il y a moins de neige et où ils arrivent à trouver un peu des pousses de myrtille ou quelque chose à manger. Alors, je pense pas que ce soit lié. Enfin, moi, j'ai pas remarqué qu'ils avaient baissé d'altitude. Hein. D'accord. Visiblement, c'était en Savoie. Ça a surpris le monde. Donc, je pense qu'on n'aura pas forcément l'explication. Il y a quelqu'un qui demande ce que ça veut dire la phénologie. Alors, la phénologie, en fait, c'est les comportements et des espèces en fonction du temps. Hein, c'est par exemple quand est-ce que les oiseaux rentrent de migration. Alors là, ce n'est pas les bons exemples avec ces oiseaux-là, mais quand est-ce que vont avoir le chant, quand est-ce que vont avoir lieu les couvées, les nichés, etc. Et donc, sur la diapo, quand il en parle par rapport au changement climatique, c'est l'idée de dire que si les insectes sont présents pas au moment où les jeunes sont éclos et doivent se nourrir, parce que avec le réchauffement climatique, peut-être qu'il fera chaud un peu plus tôt, et donc que les plantes vont pousser un peu plus tôt ou que les insectes vont sortir un peu plus tôt. Il peut y avoir des décalages. Et donc, ça peut causer des baisses de succès de reproduction parce qu'il y aura moins de nourriture disponible au moment où l'espèce avant était prête. Pour l'expliquer un petit peu, hein, les oiseaux, ils se basent beaucoup sur la durée du jour pour savoir quand est-ce qu'ils doivent faire quoi, quel comportement ils doivent avoir. Et donc ça, avec le changement climatique, ça ne va pas forcément changer. Hein, les journées vont commencer à se agrandir ou à se rétrécir aux mêmes périodes de l'année. Donc les oiseaux, pour certains, pourraient nicher au même moment. Et les plantes, les insectes pourraient être décalés du fait de saisons qui seraient de chaleur qui serait plus tôt dans l'année. Alors bien sûr, il y aura une réponse des oiseaux en termes d'adaptation qui pourrait se faire, mais des fois, le temps que la réponse évolutive puisse se faire, on peut avoir de la casse. Et sur des espèces qui sont déjà
je dirais, dans des dynamiques de population qui sont alarmantes, ça rajoute un petit peu des difficultés. Ouais, c'est étudié, par exemple, en ce moment par le CREA, donc le Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude à Chamonix, où ils étudient sur la mésange. Ils ont posé des nichoirs pour les mésanges et ils suivent ça depuis plusieurs années pour voir. Et ils suivent ça avec la phénologie de la végétation, c'est-à-dire avec les dates quand les bourgeons sortent, quand quand les bourgeons sont gonflés, il y a plusieurs stades, quand ils commencent à sortir, quand les feuilles sont vraiment bien sorties et quand les premiers insectes apparaissent, et ils mettent ça en corrélation avec la reproduction des mésanges. Et c'est vrai qu'ils se sont aperçus qu'il y avait un décalage, ça fait déjà pas mal d'années qu'ils font ça, et qu'il y a un décalage entre l'émergence des insectes et puis la naissance des jeunes. Donc, je vous laisse écouter la Bartavelle. Donc, il y a un dimorphisme sexuel peu marqué. On voit ici sur la photo, le premier à gauche, c'est un mâle et puis une femelle en dessous. Donc, c'est la bande noire qui entoure la gorge, là, qui permet de différencier le mâle et la femelle. Donc, son habitat, c'est surtout les alpages, les rocailles, les éboulis. En fait, elle aime bien des éboulis avec des rochers qui sont tombés, mais aussi un peu d'herbe de temps en temps, une petite mosaïque comme ça. En fait, on la rencontre souvent, c'est les mêmes, le même habitat que le merle de roche, par exemple. Si vous voyez du merle de roche, il y a des chances qu'il y ait de la Bartavelle. Enfin, c'est plutôt le contraire. S'il y a de la Bartavelle, vous aurez, parce qu'elle est beaucoup plus rare que le merle de roche, vous avez des chances de voir aussi du merle de roche à proximité. Son alimentation, surtout des herbes, des fleurs, des bourgeons, graines, baies, insectes, tout ce qu'elle va retrouver dans ces éboulis, mais elle est très difficile à voir. On peut l'entendre être à quelques mètres et pas chercher pendant des heures sans arriver à la voir parce qu'elle se cache très facilement. Vous voyez qu'elle est la même couleur pratiquement que les rochers. Donc, quand elle est vraiment cachée, qu'il n'y a que la tête qui dépasse, c'est très difficile de la repérer. On l'entend chanter, mais on a du mal à la voir. Et puis l'hiver aussi, on la retrouve souvent vers les fermes d'alpage où il y avait des tas de fumier, mais il y en a de moins en moins parce que il fallait pour ça que c'est des fermes où surtout où les vaches sont élevées pour le lait, donc elles rentrent le soir à la ferme et donc là il y a du fumier parce que les génisses qu'on trouve dans les alpages, il y a pas de fumier, elles sont laissées dans les prés et il y a de moins en moins de fermes qui ont du fumier. Donc, c'était une source de nourriture pour les Bartavelles et donc qui a tendance à disparaître, cette source de nourriture. Donc, le chant a lieu mi-mai et juin. La ponte, c'est de 9 à 14 œufs, mi-avril, mi-mai, mi-juillet. L'incubation, 24 à 26 jours. Et les Bartavelles se regroupent en fin d'été en compagnie, où où elles sont assez nombreuses. On arrive à retrouver ces rassemblements. Et puis, donc, elle est sur la liste rouge nationale et régionale, quasi menacée, directive oiseaux en annexe 1 et 2 comme les autres. Elle est soumise à un prélèvement maximum autorisé. Donc, il n'y a eu aucune attribution en 2018-2019 en Haute-Savoie et il y a eu 6 individus en 2019 et pendant la saison de chasse 2019-2020. Donc, c'est un oiseau qui était assez fréquent avant et puis qui a disparu pratiquement du jour au lendemain. J'avais interrogé un chasseur de Bartavelle qui lui connaissait toutes les compagnies et il me disait là à tel endroit il y a une compagnie, là il y en a une, elles avaient disparu et il m'a dit elles ont disparu du jour au lendemain. Donc
m'a dit ça ne s'est pas échelonné, c'était vraiment du jour au lendemain. Et on pense que c'est sans doute un virus qui aurait été amené par l'introduction de perdrix rouges d'élevage, des lâchers de perdrix rouges qui auraient contaminé la Bartavelle et qui l'auraient fait disparaître rapidement. Et en fait, cette personne est décédée entre-temps, c'était un vieux chasseur, et en fait, tous les endroits qu'il m'avait indiqués, quand elle est revenue, on retrouvait des compagnies à ces endroits-là. Elles étaient vraiment revenues aux endroits qu'il m'avait indiqués. Donc, les menaces, c'est aussi les parasites, dont je viens d'en parler sur l'introduction du gibier d'élevage. La prédation avec les chiens, renards, aigles et autour, la déprise agricole, et notamment, on l'a évoqué aussi avec la disparition des tas de fumier, la chasse et le braconnage, et puis les hivers rigoureux, comme elle, c'est plutôt une espèce du sud, et qu'on la trouve sur les versants sud, et ben, s'il y a des hivers rigoureux, elle a du mal un peu à supporter. Elle est obligée de redescendre l'hiver. Alors, les actions possibles, c'est sur la modification des milieux. Ben là, on voit, c'est sur Megève, c'est des travaux qui ont été faits de réhabilitation de zones à petit tétras. Vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait une mosaïque d'habitat. Et ben, on voit au premier plan on voit des rhododendrons et des myrtilles, donc la lande aéricacée qui a tendance à envahir un peu tout. Et là, ça avait été passé au broyeur il y a quelques années auparavant. Et du coup, ce sont des graminées qui repoussent et qui vont fournir des insectes pour l'élevage des jeunes. Et donc, il lui faut à la fois des deux, parce que quand il y a un prédateur, notamment disons un aigle là, qui menace une poule avec ses jeunes, et ben, ils peuvent aller se cacher tout de suite dans les rhododendrons. Donc, il faut qu'il y ait des abris pas loin. Et quand il n'y a plus de danger, ben, ils peuvent venir chercher les insectes dans ces petites clairières un peu partout. Alors, vous voyez, là, on a des zones aussi. Donc, c'est vraiment une mosaïque de milieux qui lui est favorable. Et là, on voit les zones qui ont été passées au broyeur. Il faut essayer de faire des zones un peu pas très carrées, hein, essayer d'avoir un aspect, là, c'est pas très naturel, essayer de voir des différentes petites bandes. Après, il y a les dérangements hivernaux. Donc là, on peut aussi empêcher les skieurs d'aller à certains endroits. Ça se fait de plus en plus dans les stations et même en dehors des stations pour le ski de randonnée, hein, notamment chez Prassoirly, ils le font régulièrement. Et c'est assez bien respecté. Bon, il y a toujours une ou deux personnes qui vont passer à travers, mais il y a quand même beaucoup moins de traces qu'avant. Ça, c'est pour éviter les dérangements hivernaux. Il y a la collision avec les câbles de remontée mécanique. Ça intervient surtout par temps de brouillard. Et donc, ils peuvent poser des petites balises là, qui permettent au tétra, et pas seulement le tétra, parce qu'il y a aussi, suivant les endroits, les lagopèdes ou les gymnotes qui se font prendre. Et ça permet d'éviter un peu les collisions. Et puis, pardon, je suis passé un peu vite. Et puis, les activités agricoles aussi, avec les plans de pâturage. Ben là, je reviens. Voilà, c'est bon. Donc, on peut aussi essayer de réaliser des plans pastoraux pour il faut trouver des éleveurs qui acceptent. Là, c'est au-dessus de Salanches, au-dessus de Maglan, exactement. Et c'est donc vers l'alpage de Méry, un éleveur qui avait accepté de faire un plan pastoral. Donc, on voit la zone de présence du lagopède alpin là, en bleu sur la première photo, la première carte de gauche. Il y a la zone de présence de la perdrix bartavelle en orange, enfin, rouge-orange. Et puis, les zones de présence du tétralyre, il y a deux zones qui sont en jaune pâle, ici et puis là. Et donc, il faut arriver à… Vous voyez que là, il a les trois, il a le lagopède, la bartavelle et le petit tétra. Et il faut essayer de trouver des périodes où il va pouvoir pâturer à certains endroits sans déranger ces espèces.
Alors, il y a un premier quartier qui avait été trouvé, donc ici, c'est au mois de juin sur Méry, où là, on se retrouve ici, donc on est en dehors ouais, on est un petit peu ici. On empiète un peu sur la zone de la Bartavelle, mais on est un peu en dehors de la zone du Petit Tétras. Et puis, le quartier de Juillet, par exemple, qui est ici, où là, bon, on n'avait rien. Donc là, il peut mettre, c'est surtout des moutons, hein. Il peut mettre ses moutons à cet endroit-là. Et puis, donc à chaque fois, il faut trouver un abri de berger qui ne soit pas trop loin, parce que là, on est sur l'autre versant de la montagne. Et donc, il y a un abri berger et puis bon, souvent aussi une ressource en eau. Encore que les moutons, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, hein. Normalement, l'arroser, ça leur suffit, mais il suffit qu'il y ait une période de sécheresse ou de canicule où là, il leur faut quand même un peu d'eau. Et donc, on peut mettre au point ces plans pastoraux et les faire adopter par les éleveurs quand ils sont d'accord. Ça permet de bien protéger les, les galliformes. Et puis, on va terminer sur ce que fait la LPO. Eh bien, on fait des chantiers participatifs. Là, c'est une zone que les bénévoles ont débroussaillé. C'était un éleveur qui avait, sur un alpage qui avait été abandonné depuis les années 60, c'est au-dessus de Morzine. Et donc, avec la LPO, chaque année, on débroussaille un petit peu plus. On fait un week-end de débroussaillage et on a réouvert petit à petit tout cet alpage pour qu'ils puissent y mettre des génisses, mais c'est aussi une zone favorable au petit tétras. Et donc, ça œuvre aussi pour le petit tétras. On fait aussi, donc on siège aussi à la CDCFS. Alors ça, c'est Philippe Favet, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous représente à la CDCFS et qui fait un boulot qui n'est pas facile, hein, parce qu'il y a une vingtaine de membres qui sont tous favorables à la chasse et il n'y a que 2 membres d'associations de protection de la nature. Il y a Philippe Favet et puis maintenant il y a Pascal Sourdin qui représente déjà la FNE. Et donc, ils sont tout seuls, 2 contre une vingtaine de personnes qui sont tous favorables à la chasse. Donc, ce n'est pas évident d'arriver à obtenir des avancées. Mais bon, ils y arrivent petit à petit. Il y a des actions de sensibilisation, donc comme la campagne des 4 Fantastiques qu'on a vu au début, des vidéos qui ont été faites aussi pour sensibiliser les gens, surtout à éviter le dérangement hivernal. Il y a des comptages de petits tétras. Donc ça, c'était les comptages. C'est une photo des comptages qu'on fait sur le Grand Bornand. Il y a éviter les dérangements hivernaux, notamment avec le programme Biodiv Sport, c'est-à-dire que c'est sur des sites comme par exemple Camp ou Ski Tour, qui sont des sites regardés par les gens qui font du ski de randonnée. C'est essayer d'indiquer les endroits où il ne faut pas aller pour éviter de perturber la faune. Donc, ça se fait pour les galliformes, ça se fait aussi pour d'autres espèces comme les rapaces, notamment les rapaces. Et puis, il y a la recherche aussi qui se fait sur la bioacoustique pour essayer de voir si on peut différencier, notamment par exemple sur le petit tétras, si on peut arriver à compter les petits tétras par la bioacoustique. Voilà. Donc, j'en ai terminé. S'il y a encore des questions, je peux essayer d'y répondre. Alors, il n'y en a pas forcément eu tout de suite, mais on va laisser un petit peu de temps. Ah ben voilà, ça arrive. Bon, déjà, il y en a qui disent bravo, donc je les rejoins. Merci beaucoup, Jean-Claude, pour ta présentation. Comme on a l'habitude avec toi, très pointue et très claire. Quelles sont les régions de France où les populations de tétras sont les plus importantes de Sarah? Alors, je ne sais pas si tu as la réponse. Les régions, c'est surtout dans les Alpes où on en a le plus, hein. Il y avait une petite population dans les Ardennes, par exemple, qui a disparu il y a quelques années déjà maintenant, où il reste peut-être quelques-uns encore, mais c'est vraiment les derniers. Il y en a encore un petit peu dans les Vosges, et puis sinon, c'est dans les Alpes qu'il y en a le plus.
Mais ça diminue, de toute façon, les effectifs, quel que soit l'endroit, ça diminue constamment. Ouais. Alors, peut-être petite précision, je rajoute que c'est des espèces qui sont aussi, alors des fois ça peut être des sous-espèces différentes, mais qui sont présentes dans le nord de l'Europe. En fait, il faut imaginer, il y en avait beaucoup plus à une époque, et avec les glaciations, elles ont trouvé refuge plutôt en montagne. Mais dans le nord de l'Europe ou dans l'est de l'Europe, c'est pas forcément aux mêmes altitudes qu'on les retrouve. Il y a des gens. Je pense que tu as quitté la présentation, Jean-Claude, donc je pense que tu dois pouvoir voir toi-même le chat. Alors, il y a beaucoup de. Oui, mais moi, je peux le voir, oui. J'en profite aussi pour remercier parce que vous étiez, alors si j'ai bien suivi, jusqu'à 45, peut-être même un peu plus parce que je n'ai pas vérifié tout le temps, personnes connectées. Donc, c'est pour alors, on a déjà fait des visios, mais pour une première réunion mensuelle en visio, c'est très, très bien. Je pense que ça va nous encourager à poursuivre ça. Serge rajoute qu'on a perdu en 25 ans la moitié des communes qui avaient du tétralyre. Donc, il y a moitié moins de communes qui ont cette espèce sur leur territoire depuis les 25 dernières années. Alors malheureusement, quand on suit la biodiversité, ce ne sont pas les seules espèces qui sont concernées par ce type de déclin et ça mérite nos actions. Une info que j'ai oublié de donner tout à l'heure, il y a une marche pour le climat à Annecy dimanche 28, donc dimanche prochain. Donc, restez connectés pour avoir les infos. Puisque justement, le climat, ça concerne ces oiseaux-là, et notamment le lagopède, on en a pas mal parlé tout à l'heure. Donc, des remerciements. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. J'étais aussi content de voir qu'on avait des collègues régionaux, on va dire, pas de Haute-Savoie, mais qui sont venus nous écouter. Tant mieux, c'est l'avantage du dématérialisé. Ça a ses défauts, mais ça a ce côté-là de voir qu'on peut être plus nombreux. Donc des gens de l'Ain, des gens de Savoie, des gens de l'Isère. Hein. Oui, notamment Serge qui est d'Isère, qui s'occupe notamment du tétralyre, mais des galliformes en général sur ce département et où ils sont assez actifs en Isère. Ouais. Eh bien, très bien. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose de clore cette soirée en vous remerciant une fois de plus et en souhaitant à chacun une bonne fin de soirée, un bon appétit peut-être, parce que vous devez commencer à avoir faim. Merci encore, Jean-Claude. Merci à vous. Merci, Jean-Claude.